Bonsoir, merci d'être au rendez-vous d'Envoyé spécial. Nous bouleversons le sommaire de ce magazine pour vous rendre compte d'une actualité qui ébranle notre pays tout entier. La déflagration du non au référendum sur l'Europe et bien sûr ses conséquences en France. Bonsoir, nous avons choisi de vous proposer une photographie de notre pays depuis dimanche, quelques heures avant le vote, jusqu'à la nomination de Dominique de Villepin à Matignon. 8 équipes d'envoyés spéciales se sont mobilisées pour vous faire vivre cette onde de choc dans les profondeurs de la société française. C'est donc auprès de grévistes à Marseille, de jeunes étudiants à Varsovie en Pologne, de la bande de Jean Amadou et ses humoristes que nous avons vécu en direct ce séisme. Vous découvrirez aussi les coulisses de la rédaction de France Inter et bien sûr des figures politiques de cette campagne, filmées comme vous ne les avez sans doute jamais vues ou entendues. Un document où se bouscule à la fois l'euphorie des vainqueurs, la tristesse et l'incompréhension du camp du oui. Beaucoup d'émotions et de surprises dans ce reportage conduit par Bertrand Delay, réalisé avec Michel Violet et toutes les équipes d'envoyés spéciales, le jour où la France a dit non. La victoire sur grand écran et surtout dans une ambiance de fête. C'est ce qu'espèrent les salariés de Nestlé à Marseille. Pour eux, un non au référendum, c'est un non aux délocalisations. Eux, ils y sont en plein. Depuis des mois, la production de l'usine est peu à peu délocalisée à l'étranger. Bonsoir. Non. Filmez-moi. Non. Dans un mois, l'usine doit tout arrêter. Plus de 400 salariés sur le carreau. Le non, c'est leur dernier espoir, même si c'est un barreau d'honneur. Très probable que le président de la République interviendra. On gagne. Je suis persuadé que le non va l'emporter. Ciao Raffarin, c'est la fin. Et l'autre, le Hollande, là, à partir de demain, tu ne vas plus le voir en politique. Ton minot, il ira travailler en Pologne, je suis pas content, déconne pas. Non, je suis pas content. S'il va travailler en Pologne et qu'il gagne bien sa vie, je veux bien. Ah, si, malheureusement, il passe le oui, on est mort. On est mort. Si un homme passe, on aura gardé notre dignité, nous, là. Nous, ceux qui sommes dans la merde, là, on y est, là. Et nos hommes politiques comprendront peut-être un jour que le peuple, il va finir par se réveiller. Eric, t'as vu ça? Avec une surface comme ça, il y a intérêt à gagner ce soir. Hein. Paris, 19h30, dans un restaurant proche de la gare de Lyon, transformé en QG, le sénateur socialiste Jean-Luc Mélenchon, l'une des figures du non, attend les résultats. On m'intéresse en premier. L'heure est aux rumeurs. La tension commence à monter. Attends, parce que moi j'ai tamponné plein de cartes pour la première fois. Mais nous, les quartiers populaires, ils votent bien. Hein. Ouais, mais partout, quoi. Et c'est vrai, il y a ce phénomène. Mais c'est-à-dire, ça vote toujours autant chez les petits bourgeois, mais ça vote beaucoup plus dans nos quartiers populaires. Alors on m'a dit que l'UMP il disait 51 pour le oui, que le ministère de l'Intérieur il disait 55 pour le non, mais je sais pas qui dit quoi, tu vois, ça peut être quelqu'un qui a entendu dire que quelqu'un disait, tu vois. Ah bah oui, c'est des heures comme ça là. Et puis comme en ce moment on est tricard partout, quoi, tu vois, donc c'est pas le siège du parti qui va me donner les résultats, mais à condition que quelqu'un ait réellement un moyen de connaître un sondage à cette heure-ci. À mon avis, peut-être que non. Hein. Un peu plus tôt, à l'Institut de sondage CSA, avec 4 heures d'avance sur le reste de la France, Roland Quérol, le patron des lieux, s'apprête à découvrir les premières tendances. Où est-ce qu'il le sort, Bruno? Un sondage réalisé par ses équipes à la sortie des urnes. Dans le bureau du fond. Alors, qu'est-ce que ça donne, votre histoire? Contre toute attente, un match extrêmement serré. On a à gauche 43-57. Voilà, ce qui est intéressant, voilà, sur le PS, on est à 53 pour le oui. 53 pour le oui. Ça fait 51-49 pour En le oui. redressé, on a un oui à 51. Et en redressé, on a un non à 51. Exactement. Donc on se situe... Donc on se situe très exactement à l'endroit où on espérait ne pas se situer, qui est le lieu absolu de l'incertitude. Les données qu'on a pour l'instant, le oui et le non qui sont très très proches. Des hommes politiques angoissés viennent aux nouvelles. Ici, un conseiller de François Hollande. Allô, oui. À chaque appel, la même réponse mitigée. Ouais, je dirais 50-50. J'arrive pas à avoir d'intuition. Selon les heures, ça change. Qui était au téléphone?
Un conseiller d'un homme politique. Quel homme politique? Non, je peux pas vous dire. Premier plan? Premier plan. Qui a directement participé à la campagne? Qui a directement été très actif dans la campagne, oui. Droite ou gauche? Gauche. Quelqu'un qui a beaucoup à perdre? Ils ont tous beaucoup à perdre, puisqu'ils se sont tous beaucoup mouillés. Au mouvement pour la France de Philippe de Villiers, l'effervescence est à son comble. Les bruits les plus contradictoires circulent. On redoute toujours une victoire du oui. D'ailleurs, au Parti socialiste rue de Solferino, les téléphones portables fument aussi. Les urnes de province viennent d'avaler leur dernier bulletin et Paris vote encore. Sortie des urnes, on est sur du 53 pour le non. Les instituts de sondage distillent leurs infos. On s'interroge dans toutes les langues. Voilà, mais donc il n'y a pas Paris en fait. Les paris sont plutôt oui en fait. Alors on fait quoi on y va à pince ou Moi j'aime autant, ça me détend d'y aller à pince. Jean-Luc Mélenchon quitte son QG pour se rendre à France Télévisions en RER. Moi je connais pas la route. Après plus de 30 ans de militantisme à gauche, la victoire du oui pourrait être une cause de divorce entre Méluche, comme l'appellent les militants, et le PS. Ouais. Donne. Oh putain, ça c'est du parapluie. L'UMP donne une fourchette 51-54 pour le non. C'est l'UMP. D'accord, personne ne dit que le oui gagne. Tout ce que je vois, c'est que personne dit que le oui a gagné pour l'instant. Donc ça me... regarde comme c'est beau Paris, c'est la plus belle ville du monde. Tu vois, c'est qui donne le oui gagnant? BVA. On s'en rappellera. Allez. 20h10, branle-bas de combat à l'Institut de sondage CSA. Je vous donne l'estimation dans 2 minutes. D'accord? Les premières estimations obtenues après dépouillement dans quelques bureaux de vote sont en train de tomber. Des chiffres réputés fiables. 53,5. 53,5 pour? À en croire les premières données, le non est en tête. Tu le savais pas? Non? Oui, on était... Là, sur 2 bureaux, on est sur le non, mais ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Après quelques minutes, il faut se rendre à l'évidence. Le non l'emporte largement, contredisant les sondages sortis des urnes. Est-ce qu'on peut contredire un sondage d'abord? Là, c'est un résultat, je vous dis, une fois de plus, partiel. On est obligé d'attendre un peu, mais enfin, avec 10 points d'écart par rapport à la moyenne, c'est-à-dire que presque 20 points d'écart entre les deux, ça va être très difficile. Difficile aussi pour Roland Quérol de ne pas penser à cet instant aux hommes politiques, à ses clients, qui vont dans quelques secondes prendre connaissance de ces estimations. Non, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui vont apprendre ces résultats dans très peu de temps et qui n'auront plus les mêmes fonctions sûrement dans quelques jours. 20h37, première estimation, 44 pour le oui, 56 pour le non, 2 blancs et nuls, 27 pour l'abstention. On est bien d'accord? Une boîte de réception. 20h37, l'opération SMS peut commencer. 400 personnalités triées sur le volet reçoivent simultanément les estimations sur leur portable. Blanc 2, abstention 27. À partir de là, il y a la France qui sait et celle qui ne sait pas. C'est clairement ça, mais toute la France sera à 22h, l'avantage n'est pas énorme. La victoire du non est maintenant certaine. Philippe de Villiers, partisan du non de droite, est encore tout surpris. Vous préparez à célébrer une victoire? Oui. Oui, je suis en train pour l'instant de réfléchir à mon message parce que j'avais fait en fait hier le message la victoire du oui. La victoire du oui, c'est la victoire de l'intimidation, de l'illusion. J'étais prêt pour le oui. Et en fait, j'étais pas prêt pour le non parce que j'ai jamais cru qu'une chose pareille pouvait arriver. Je me suis dit, mais pour que le peuple résiste à tant d'intimidation et de matraquage, il faudrait qu'il ait des ressources insoupçonnées. Comme quoi, il ne faut jamais négliger le peuple français. Moi, je suis un petit artisan sabotier. Je Pas rabote. petit. Hein? Non, ok, mais pas petit. Ouais. Vous commentez.
Combien alors? Il me dit très largement 54-55. Si c'est non, c'est que vraiment on est un grand peuple. Hein. C'est pas bien de dire ça pour ceux qui ont voté oui, mais quand même. Hein. Oh, regarde-le, celui-là qui se rappelle de mon existence. Très bien. Je sens que je vais avoir à nouveau des amis, moi. Les mouches vont changer d'âne. Allez, éliminé. Toi non plus. Dehors. Il y en a une qui manque pas de souffle. Hein. Le non a gagné. Mais Jean-Luc Mélenchon reste un vrai combattant. Il croise encore le fer avec un jeune militant socialiste défenseur du oui, rencontré sur le quai de la gare. Le non a pris pour moi le risque de mettre en danger la construction européenne. Enfin, à un moment où l'Europe devenait ce que moi je veux. Elle devenait ce que tu veux? C'est-à-dire un truc plus démocratique, plus politique. C'est vrai. Tu l'as lu, le traité? J'ai lu les 2 premières parties, un peu la 3e. La 3e c'est imbitable, mais je vais pas tout lire. C'est con, tu aurais dû venir me voir, parce que moi je t'aurais montré les bons morceaux où ils ont non seulement pris les anciens traités, mais aggravés. Aggravés, tu m'entends? Tu connais une constitution au monde où il est écrit que les États s'engagent à faire plus que ce qu'il y a dans la loi en matière de libéralisation? Tu crois que les gens ils n'ont pas compris ce que ça veut dire pour eux? Galère et misère, c'est ça que ça veut dire. Tu veux pas l'entendre, vieux. C'est ça qui est terrible. Vous voulez pas entendre la force de la protestation sociale contre ce machin. Pourquoi mettre en danger l'Europe pour dire que la France va mal? Moi, c'est ça que je comprends pas. Mais ça, c'est l'idée que tu te fais. Putain, descends de ton arbre, va voir les gens, ils sont pas aussi cons. Parce que vous prenez les nouveaux entrants de l'Est. Hein. Eh ben, qu'ils aillent se faire foutre. Les Lituaniens, t'en connais un, toi, le Lituanien? J'en ai jamais vu un, moi. On dit en province. Hein. Le parti, c'est très féodalisé. Non, mais attends, tu vas voir, c'est bonjour à Paranoland. Arrivé à France Télévisions, Jean-Luc Mélenchon est euphorique. Oh, 55, c'est mieux. Ah, je vais appeler Beauvais, tiens, après. C'est pas qu'il nous aurait mis avec vos infos. Ouais, Olivier? C'est plié, hein, c'est bon. Ouais. Ouais. Entre 53 et 55... Porté par sa victoire, il croise Noël Mamère, le leader écologiste partisan du oui, qui semble sonné par la violence de la défaite. Salam, moi. Ouais, allez, José. Apparemment, c'est bon, hein. Là, écoute, je suis à Parano. L'ivresse de la victoire donne parfois à Jean-Luc Mélenchon des bouffées d'arrogance. Et franchement, s'il n'y a personne qui vient, je peux m'en aller, hein. J'ai autre chose à faire, hein. Non, mais je peux... Attends, parce que ici, tu sais, c'est à Paranoland, là... Donc, on va vous dire que nous, on vous attend. Donc, on est ravis de vous faire venir sur le plateau. Oui, mais alors, c'est le merdier ici, c'est Bureaucratie Land. Non, c'est pas Bureaucratie Land, c'est pour ça que je suis là. Vous connaissez les premières estimations? Oui, on a l'air d'avoir gagné nettement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une immense joie. Et qu'est-ce qui se passe ce soir à la Bastille? La fête. Ici, je voudrais vous apporter une petite bouffée de l'air de joie qui règne dans le milieu populaire. Vite. 99%. 22 heures approchent. À Marseille, les Nestlé regardent la soirée électorale comme un match de l'OM. Les pronostics vont bon train. Dans quelques minutes, tu reviens jeune. Et tu vas dire que j'avais raison. Pendant ce temps, à Varsovie, au Collège de l'Europe, des étudiants de toutes nationalités retiennent leur souffle. Destinés à une carrière européenne, ils n'imaginent même pas que le oui puisse perdre. Le référendum interne a vu ses dirigeants prendre des positions très différentes. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. Et on aperçoit sur ces images la joie. Le Parti socialiste prend un coup sur la tête. Chez les Nestlé, c'est la fête. D'Henri Emmanueli, point de des partisans du non socialiste.
Je rigole, c'est cassé. Eh oui, mais les gens ils en ont marre. Tous les jours, on s'attaque que des boîtes avec les 3 mois de maillot, je suis pourri à la sûre. Ils nous ont vaccinés. Ça te prouve encore que les Français ont les yeux ouverts. Bien sûr. Et là, peut-être tu vas voir l'Europe. Tu es venu? Moi j'ai envie d'avoir un peu le Oh putain, c'est trop bon. Là, je crois qu'on leur a mis au fond, là, ça y est. Là, Nestlé, il va avoir du mal. Nestlé, ils sont contents, mais t'as l'air à être content. Il va avoir du mal, Nestlé, je vais te le dire. L'important, c'était 55 et je pensais 55. Enfin, bon. Mais ça peut s'accentuer avec Gore, parce qu'il n'y a pas tous les votes. L'important, c'est de construire maintenant. Et le travail reste à faire encore. Ça, c'est but, ça, c'est le bon. Là, ils ont pris la claque, là. Jeune. Tu avais raison, Marcel. On a gagné. Marcel, tu avais raison. Raffarin, c'est la fin. Pour moi, je garde ma dignité aujourd'hui. Voilà. Je fais partie d'une catégorie de gens qui sont dignes. Quand je regarderai mon fils ce soir, je pourrais lui dire, tu as une peur qui tient debout. Tu as une peur qui n'a pas baissé la tête. Pendant ce temps, en Pologne, au Collège de l'Europe, les étudiants ont le visage défait. La victoire du non est incontestable. Ils sont sans voix. Venus de 34 pays différents, ils éprouvent la même déception. Il faudra quelques minutes pour qu'enfin les langues se délient, à commencer par celle des Français. On est triste, déçu, en colère aussi, parce que l'Europe ici, on y croit tous et on sait la valeur que ça a. On a des étudiants, par exemple, qui viennent d'ex-Yougoslavie, qui ont connu la guerre il n'y a même pas 10 ans de ça. Et quand on leur parle de l'Europe, c'est quelque chose... Le nom qu'on a dit ce soir, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Il y aurait eu 100% pour le oui en Bosnie ce soir. Des pays qui ont connu la guerre, des pays qui ont fait des révolutions, comme l'Ukraine récemment, pour ces valeurs-là. Pour eux, c'est une honte. Ils cherchent une explication, suggèrent une remise en question. D'une certaine façon, c'est vrai, c'est non à Raffarin, non à Chirac, non à la Turquie, non à tout ce que tu veux. Mais c'est aussi... Pardon ? C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. On dit que les gens ne se reconnaissaient pas dans la Constitution, mais peut-être que c'est à raison qu'ils ne se reconnaissaient pas. Si on leur donnait si les parlements nationaux n'ont pratiquement aucun pouvoir, si le Parlement a un pouvoir très limité, c'est peut-être à juste titre alors qu'ils ont voté non. Après, comme je le vois, les gens se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché unique. Oh mon Dieu, il y avait un marché unique. Mais tout le monde le savait. On a seulement constitutionnalisé ces choses. Oui, mais c'est énorme, c'est pas rien de constitutionnaliser. La Constitution, on l'a étudiée pendant 4 ans. Aucun de nous n'est capable de dire ce que c'est encore. C'est des textes juridiques très compliqués. On ne peut pas demander à un ouvrier qui travaille 35 heures par semaine de lire ces textes. Ça veut dire qu'il ne faut pas les faire voter, les ouvriers? Je pense que oui, mais c'est une question de temps. Pour moi, c'est de prévention. Non, mais le temps, ça fait 50 ans qu'on attend. C'est plus une question de temps. C'est pas des questions de théorie. Au siège du PS à Paris aussi, la défaite est amère et les applaudissements forcés pour François Hollande. Les socialistes ont eu d'autant plus de mal. Les Nestlé regardent le chef du PS avec ironie. Ils vont perdre demain tous, Grifo. Les Hollande. Les Hollande, tous ces socialistes en bois qui se disent socialistes là. Qui ont appelé à voter. Tu devrais décider de te retirer de la vie politique, comme alors. Vas-y Doré. Il a une chambre, Philippe de Villiers vient de quitter les plateaux de télévision et se rend à son QG. Souvent raillé, le vicomte tient sa revanche. Il n'a pas décroché là? Hein? Là? Tu rigoles? Ah non, mais attends, c'est de la folie là. Allô? Ah bon? Non, mais attends. En plein dedans, il est en plein dessus. On arrive, on a quitté France 2. Là, c'est la télé-réalité. Le peuple qui donne en direct une claque au milieu politique. Je suis absolument d'accord. Attends, mais personne décroche, tout le monde est devant. Là. Les mecs, ils zappent. Attends, c'est extraordinaire. C'est la ferme célébrité. Ils sont tous sur le fumier, les mecs.
Attends, tous en train de ramasser le fumier là. D'accord, ok, parfait. Ça va être Gilles Pin, ça va être Alliot-Marie, ça va être je sais pas qui. Il aurait gardé volontiers Raffarin jusqu'en janvier, là il va le changer. Mais avec quelle politique? La même. Délocalisation, déréglementation, déferlante migratoire, rien ne va changer. Voilà. Ces gens-là ne comprennent pas le peuple français, ne comprennent pas ce qui se passe, ne comprennent pas les marchés, les bistrots, les ports, les campagnes. Ils comprennent que les élites, voilà, il n'y a qu'un endroit où ils sont à l'aise, putain de bordel, c'est Roland-Garros. Ça va. Avec les chapeaux pour les mesdames et les ombrelles pour les vieux messieurs. Voilà. Roland-Garros. Voilà. Et avec les cocktails des grandes entreprises multinationales qui savent parfaitement dissocier le capital et le travail. Mais le peuple, non, ils ne comprennent pas. Et le peuple, il a dit merde, voilà. Voilà, hop là. Philippe de Villiers retrouve ses supporters, portés par la musique utilisée par Jacques Chirac en 1988. Il se rêve déjà un destin de présidentiable. Galvanisé par ses troupes, il improvise un discours aux accents populistes. Le peuple français a envoyé une immense claque à tout ce système qui tente de commenter chaque jour notre pensée que nous avons rejetée. La nuit tombe en Pologne et au Collège de l'Europe, demain est un jour d'examen. Mathieu Briens regagne sa chambre pour réviser une bonne partie de la nuit. Le thème, droit européen et politique étrangère de l'Union. Ça va être facile de réviser sereinement? Alors, je pense que ça aurait été plus facile si le résultat avait été différent. Ouais. On se pose un peu des questions, pourquoi est-ce qu'on révise maintenant pour un examen de droit européen demain matin? Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais c'est vrai qu'étudier l'Europe un soir de défaite, c'est un peu décalé. Ouais. C'est sur l'air de la Carmagnole que Jean-Luc Mélenchon rejoint la place de la Bastille. Petit parfum de révolution. La gauche du non s'est retrouvée autour du slogan des grandes grèves contre Alain Juppé, tous ensemble. Le cri d'une gauche unie contre le oui. Ce soir, on parle à la terre entière. Nous tendons la main à nos frères de toute l'Europe. Il est des nuits plus courtes que d'autres, et des matins où la presse titre plus gros. N-O-N, non. À France Inter, Stéphane Paoli, présentateur de la tranche matinale, prépare son émission, encore secoué par la tempête politique de la veille.
Les commentateurs matinaux sont les premiers à prendre la mesure de l'événement. Vous vous rendez compte, le chef de l'État, devant quoi il se trouve aujourd'hui? 70% de participation et en gros 55% de non. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Comment le fait-il? Avec qui? Quelle équipe politique? La France, qui est l'un des moteurs de la construction européenne, dit on arrête. Les Allemands disent mais oui d'accord, les Français arrêtent mais on va quand même continuer. Non, enfin, si on regarde les choses de près, il y a quand même un coup de frein sévère. Comment on le gère ça? Beaucoup de questions. Rungis au petit matin. La France du grand non et du petit oui entame sa journée de travail. Un peu partout, on s'affaire à décharger les marchandises arrivées durant la nuit des 4 coins du continent. Pologne, Lituanie, Pays-Bas ou Turquie, ici l'Europe des 36 tonnes est déjà une réalité. Mesut est turc. Il vient de parcourir 3000 km pour livrer ses poissons. Par téléphone, sa femme vient de lui annoncer le résultat du vote. Vous savez, mes pneus sont français. Mon camion, lui, est de fabrication allemande. Tout ça, c'est déjà l'Europe. C'est vrai que si la France avait dit oui, pour nous les Turcs, c'était mieux. Là, avec le non, la Turquie va devoir patienter. Pour Mesut et ses collègues, le non à la Constitution a des allures de non à son pays. Pour moi, tout ça, c'est de l'égoïsme. Il y a l'Europe, il y a la France, et puis vous refusez tous les autres. Rainer et Arthur, son beau-père, arrivent d'Allemagne. À l'image du reste de l'Europe, les deux hommes sont divisés. L'un était pour la Constitution, l'autre estime que les Français ont bien fait. Les seuls qui révoltent, c'est les Français. Et ils ont raison là. Chez nous, en Allemagne, on ne révolte jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrive pas à remettre ensemble pour faire une petite révolte. On n'arrive pas parce que chacun travaille, fait qu'est-ce qu'il pense. Et toi, c'est quoi ton avis? T'es pas d'accord? Non, pas quand on a connu la guerre enfant, non. Avec partout des morts, et tous ces bombardements. Vous voyez cette cicatrice? Et puis celle-là? Ça, non. Non, plus jamais. Moi, ce que je sais, c'est qu'autrefois, l'Europe était divisée entre plein de petits États. Avec la France, l'Allemagne, et partout des frontières, des frontières, des frontières. Chaque petit suzerain voulait faire la guerre aux voisins, sans demander l'avis de son peuple. Ils passaient leur temps à se tirer dessus. Aujourd'hui, on est comme ça. C'est plus beau. Ça, c'est mon avis. Ce matin, c'est quand même l'Europe du non qui l'emporte à Rungis. Elle s'est même invitée au café. Beaucoup ici regrettent de ne pas avoir pu s'exprimer comme les Français par référendum. Ces Siciliens, par exemple. Il aimait avoir un référendum aussi? Égal, comme en France. Comme ça, les personnes expriment vraiment ce qu'ils sont dans la tête. Pourquoi là, c'est pas nous qu'on décide. Hein. Vous auriez voté pareil? Égal. On peut plus continuer comme ça. Avec l'euro, on n'a gagné que des problèmes. La France s'était endormie en championne du non. Elle semble se réveiller en porte-drapeau de tous les déçus de l'Europe. Jusqu'à 9h ce matin. France Inter, il est 7h. Ce matin, dans les entrepôts, pas besoin d'un sondage pour comprendre que le non l'emporte haut la main. Ces dernières années, les fruits et légumes français ont cédé du terrain à leurs concurrents venus du Sud. Mais pour Bertrand, négociant, le péril vient de plus loin. On veut faire en Europe, c'est une belle Europe. Et pas comme elle sert de se faire aujourd'hui. On veut faire rentrer la Turquie dans l'Europe, on veut faire rentrer tout le monde dans l'Europe. Est-ce que vous croyez que la loi européenne est normale que les Polonais viennent en France travailler
À moins que lui il gagne 8 000 francs par mois, le Polonais va travailler pour 1 000 francs par mois. Enfin, je vous parle en francs là. Allô? Ouais, c'est l'Europe. Allô? Le fantasme du plombier polonais a laissé des traces. Pourtant, ces tomates, qui viennent aussi de Pologne, font les beaux jours de Rungis et personne n'y trouve à redire. Si la tomate polonaise ne menace pas la tomate française, est-ce que le plombier polonais menace le plombier français? Absolument. 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 Et j'en suis convaincu. Le légume est différent par rapport à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est les bras. Ça ne sera pas rien à voir. C'est le 7-9, bonjour, bienvenue. Et c'est le journal d'Alain Passerelle. 55-45, l'écart était trop important. Hollande a été lâché hier soir par l'électorat socialiste. Les effets du non de la France au traité constitutionnel se sont propagés hier soir à la mesure de son ampleur. En Europe donc maintenant, parmi les responsables des 25, de nombreuses réactions de déception et de tristesse depuis hier soir. Le résultat signifie une perte de confiance, une perte de cohérence, une perte de solidarité à l'intérieur de l'Europe. Alors que va-t-il se passer maintenant? Et notamment, comment vous, Anglais, allez-vous réagir? Y aura-t-il ou pas un référendum en Grande-Bretagne? Mais comment on peut avoir un référendum sur une chose qui n'existe plus? Donc, je crois... C'est ce qu'avait dit Tony Blair, d'ailleurs. France Inter a donné la parole aux deux camps, mais les prises de position des éditorialistes en faveur du oui ont irrité bon nombre d'auditeurs. Les standardistes peuvent en témoigner. Qu'est-ce qu'ils vous disent ce matin? Ce matin, que encore une fois, on reste partisan du oui, non pas par les invités, parce qu'apparemment il y a une parité qui a été respectée au niveau du oui et du non, mais que les journalistes, eux, et les chroniqueurs continuent d'être partisans du oui. J'ai entendu que ça ce matin. Voilà. Donc encore une fois, il y a peut-être des questions à se poser. Mais attaque, c'est pas un mouvement de petits jeunes. Le référendum a divisé les rédactions des grands médias nationaux. Au lendemain du résultat, les journalistes s'interrogent. Et ce qui est assez frappant en lisant la presse, etc., c'est que la presse commence collectivement de se poser la question de savoir, tu sais, cette fameuse de France, quoi. Moi, je déteste la France d'en haut, la France d'en bas, je trouve que c'est une formule idiote. Mais que véritablement, il y a eu deux lectures de l'événement politique et que là, il y a une ligne, sinon de fracture, en tout cas de lectures différentes. Hein. Et on a eu énormément d'appels de gens qui disaient, moi, je voulais voter oui, et à cause du matraquage des médias, je vote non. Et ça, c'est vraiment regrettable, quoi. C'est on réagit, on s'oppose, on est en colère, on arrête d'écouter France Inter, on boycotte. Voilà. Bon. Merci en tout cas. On continue, hein, je veux dire, à faire de la radio. Ce qui peut avoir donné l'impression et avoir parasité un peu le débat sur cette question-là, c'est que il y a le rôle des éditorialistes et des chroniqueurs qu'on engage et qu'on paie pour ça, enfin, pour donner un point de vue. Et ceux-là ont pu laisser croire qu'une rédaction ou une autre a été plutôt... Et puis arrêtons, en gros, je reste convaincu que la plupart des grands médias étaient assez dans le courant du oui parce qu'il s'agissait de la construction européenne, parce qu'il s'agissait d'un certain nombre de grandes questions politiques et que... je vois, je perçois, je lis que beaucoup d'entre eux, que ce soit les quotidiens, les radios et les télés, étaient plutôt ancrés sur le oui. Et puis voilà, et puis il y a une réalité sociologique, politique, économique qui fait que le pays a dit non. Donc chacun maintenant va devoir tirer les leçons de tout ça, réfléchir à ce qui vient de se passer. Et ce sera sûrement très nourrissant. La demande du pays est... François Bayrou, président de l'UDF, va entrer en studio. Il livre ses pronostics sur la stratégie de Jacques Chirac. Une seconde. Il ne me filme pas. Derrière, c'est le même gouvernement qui va sortir sur le perron et les gens vont dire on prend les mêmes et on reprend. Donc il dit ça on ne peut pas faire. Donc il faut changer de légende. Alors on enlève celui-là, on en enlève 25, 30. Et c'est peu, étant donné la qualité du gouvernement. Et donc on en enlève 30, il fait 30 alliés pour Sarkozy. Il dit ça on ne peut pas. Donc il revient à l'hypothèse Sarkozy. Il n'en a pas envie du tout. Mais c'est une hypothèse qui n'est pas incrédible, à mon avis. Non. Elle est... On en apercevra les limites très très vite, mais peut-être c'est ce que Chirac cherche aussi. En effet, édition spéciale jusqu'à 9h avec un premier invité politique ce matin, François Bayrou, le président du DF. Bonjour François Bayrou. À l'antenne, il sera beaucoup plus prudent. Mais les hommes politiques et les journalistes spéculent bel et bien sur la composition d'un futur gouvernement. Un message aux partenaires européens. Paris bruisse de 1000 rumeurs. De la Constitution
Commission européenne. Les humoristes sont à l'écoute. Pas, dit-il, un rejet de l'idéal européen. Les chansonniers du Théâtre des Deux Ânes adaptent chaque jour leur spectacle à l'actualité. Ils s'apprêtent à changer de cible. Ils n'ont pas tous mis le même bulletin dans l'urne dimanche, mais ils sont d'accord sur une chose. Ils vont avoir de la matière. J'ai dit, si le oui passe, je serai content, parce qu'en tant que citoyen. Mais je souhaite que le non passe en tant que chansonnier, parce que ça renouvelle complètement la politique française et que d'un seul coup, il va se passer des trucs extraordinaires. Et là, on va voir en effet 17 mois flamboyants, quoi, flamboyants. Moi, je ne pouvais pas voter pour une constitution écrite par Giscard. Vous voyez, en 80, j'ai tout fait pour que Giscard s'en aille. Je n'allais pas le retrouver 25 ans plus tard. Il y a eu un fort, mais quand j'ai vu Delors, quand j'ai vu Raymond Barre, je ne savais même pas qu'il vivait encore, quand j'ai vu Giscard, quand j'ai vu Simone Veil, je dis, il y a eu un formidable lâcher de vieux, là, et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Il y en a un que je voudrais bien aussi qu'on garde un peu, moi, parce que je l'aime bien, c'est Jean-Louis Borloo. Alors même côté juvénile que Douste Blazy, vous avez remarqué, même pas tout à fait avec le même coiffeur. Borloo, il se coiffe dans un réacteur de Mirage, mais c'est un homme intelligent parce qu'il a réussi vraiment une petite révolution qui est passée totalement inaperçue, mais qui change beaucoup de choses en France, croyez-moi. C'est dans l'intitulé de son ministère. Borloo est officiellement ministre, il était dans le gouvernement Raffarin, officiellement ministre de la cohésion sociale, de l'emploi et du travail. Et c'est la première fois en France qu'on fait ce distinguo entre l'emploi et le travail, pour montrer aux Français que c'est pas exactement la même chose. Borloo sait parfaitement qu'en France aujourd'hui, un mec qui cherche un emploi, c'est pas obligatoirement un mec qui cherche du travail. Peut-être vous l'avez remarqué. Les lendemains de défaite sont toujours difficiles. François Hollande, ce matin, n'a pas le cœur à sourire. Succession d'avancées et de blocages, comment les élans unificateurs se sont heurtés parfois aux crispations nationales. Pour mémoire, rappelons De Gaulle et sa politique de la chaise vide, Margaret Thatcher et ses réclamations financières, François Hollande dont les amis voudront faire payer à l'ancien Premier ministre le prix de leur humiliation. Ce matin, ajoute le chroniqueur, on n'aimerait pas décidément s'appeler François Hollande qui se retrouve dans le camp des perdants, mais, cela dit, ce ne sera pas facile non plus d'être Laurent Fabius, car lui, de son côté, il va devoir assumer ses idées nouvelles. Vous voyez, quand on voit la raclée du oui, la gueule de Hollande l'autre soir, hein, et de Ségolène, il s'est pris une dégelée royale, hein. Dominique Galouzeau de Villepin. C'est pas un joli nom, ça, madame? Galouzeau de Villepin, c'est un nom à avoir gagné le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, hein. Vous avez été traîné dans un commissariat récemment? Non? Non, pas par les cheveux, mais vous avez été traîné dans un commissariat? Tu reconnais plus rien depuis qu'à Villepin. Ça sent plus la bière, ça sent l'absinthe. Là où le flic de Sarkozy bousculait le clandestin, celui de Villepin lui parle, l'écoute et versifie. Faut voir maintenant comment se déroulent les contrôles de police sur nos trottoirs. C'est beaucoup plus urbain, non? On ne tutoie plus, on respecte l'individu. Mais d'où vous vient, jeune homme, ce joli teint allé? Le mec, il se retourne, il croit pas que c'est à lui qu'on parle, hein. Séance du V, Club Méditerranée? Non, pas de papier à me présenter, qu'importe, l'horaire de l'eau charter vous sera adressé, bon. Hein, c'est bon. Il y a 55 terrains que ça. Retour à Marseille, chez les Nestlé. Ils en ont plus pour... aujourd'hui, celui-là? Ouais. Je l'ai pas vu. Ah, j'avais lu l'UMA, mais j'ai pas lu... Ouais, il était là. J'ai vu l'UMA, mais j'ai pas vu celui-là. Tu vois, dans mon arrondissement. Non, dans ton arrondissement, ça... Quel arrondissement tu es? 10e de Marseille. Non, c'est le 9. Ouais. Il y a eu 6400 votants. Il ne reste plus qu'à trouver... Qu'est-ce qu'on a rencontré pendant des mois, pendant un an? C'est un préfet, des représentants du gouvernement, y compris notamment de Bidjian, pour ne pas le citer, ministre de l'Industrie, qui disait, bon ben, on ne peut rien faire. Or, la question, c'est que le vote des Français, ça a été justement de dire, mais il faut que vous fassiez quelque chose. Voilà, là dès qu'on va le savoir, le nouveau gouvernement, il faut de suite... les interpeller et qu'ils réagissent le plus vite. Parce que bon, dans notre cas, il y a quand même urgence. Parce oui, que c'est au 32 juillet. Il y a 30 jours. Hein. C'est au 32 juillet, il n'y a plus qu'un mois. C'est pour ça qu'il faut qu'on intervienne vite et qu'eux aussi interviennent vite. Dominique de Villepin qui est arrivé, l'air un peu grave, un peu tendu, on l'a vu sur ces images.
et il est encore actuellement dans le bureau du président de la République. Donc on peut dire que Chirac préférait comme critère principal la loyauté en s'opposant aux Américains et à la guerre en Irak. Ça y est, c'est officiel. Dominique de Villepin succède à Jean-Pierre Raffarin. S'il s'est opposé aux Américains par rapport à la guerre en Irak, il peut s'opposer à la multinationale suisse Nestlé dans sa politique de destruction massive d'emplois. Chirac, il a culé contre le mur, là. Ils sont très affaiblis. Ouais, très affaiblis, mais c'est bien. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas encore, le gouvernement. Parce que nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir qui sera le ministre de l'Industrie et qui sera le ministre de l'Économie. On a un président heureux, même ce soir à la télé, en annonçant que les changements allaient intervenir. Sarkozy qui revient au ministère de l'Intérieur, Villepin qui est Premier ministre. Il avait le sourire quand même, Chirac. On sent le gars qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai que... Hein je vois que ça vous fait autant de peine qu'à moi. Bon. Mais c'est ça le secret du bonheur de Chirac. Hein, comme il est au courant de rien, il est content de tout. Au Collège de l'Europe, les étudiants s'offrent une pause après leur matinée d'examen. Mais l'Europe et l'actualité française les rattrapent. Moi, de toute façon, j'aurais aimé que ce Premier ministre il soit parti déjà il y a très longtemps. Donc, je vais pas pleurer sur ce Premier ministre, mais je trouve que le timing est mauvais. Normalement, ça aurait dû être fait soit avant, ça aurait peut-être été mieux finalement avant, quelques mois avant, soit quelques mois après. Mais là, en faisant ça, il contribue à brouiller encore plus la politique européenne et la politique française. Tout le monde est d'accord que la France doit rester européenne. Elle a énormément de choses, mais il faut qu'elle s'ouvre, qu'elle soit un peu plus humble et qu'elle essaye de s'ouvrir aux autres. Et c'est ça, à mon avis, le principal défaut. Et c'est le non, il y a une partie d'une France qui est assez arrogante, qui m'ennuie et qu'on retrouve. Il y a ce cliché, les Français se rendent pas compte, mais ils jouissent vraiment d'une réputation assez médiocre dans les autres pays. Et ça serait bien qu'on change ça, parce que je sais qu'au fond, on n'est pas comme ça, on n'est pas si mauvais. Si la Constitution est adoptée par 20 États, peut-être que la perception des Français changera, qu'ils ne la verront plus comme le mal absolu. Tout ce qu'on peut faire entre-temps, c'est éduquer les gens. Je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle. Il faut clarifier la vision des Français. Il faut continuer le projet européen, mais tout simplement en éduquant et en informant les gens. Il ne faut pas les prendre pour des gens bêtes ou stupides en disant voilà, on fait tout ailleurs et après on vient, on jette quelque chose sur la table en disant c'est bien, votez pour. Ça peut pas marcher comme ça, voilà. Le 18 mai dernier, les Nestlé ont écrit à Jean-Pierre Raffarin pour l'alerter sur la délocalisation. Matignon n'a jamais répondu. Voilà. Beaucoup d'espoir dans une feuille de papier. Elle a été envoyée le 18 mai 2005. Bon, on attend toujours une réponse. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors peut-être que De Villepin va regarder dans les tiroirs et qu'il va la trouver et qu'il va au moins nous répondre. Voilà. Ça, c'est du bon café, ça. Ouais, c'est du bon, mais pour combien de temps encore, hein? Oui, mais c'est pas... Et moi, avec le nouveau gouvernement qui va se mettre en place, je pense que pour nous, les cartes sont jouées. C'est tout. Maintenant, si je me trompe, eh bien, tant mieux. Mais j'y crois pas. Par rapport à la mondialisation, pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour les ouvriers de chez Nestlé, l'appel des Français n'a pas été entendu, ni par Jacques Chirac, ni par le PS. Qu'il fallait agir. 2 jours après le référendum, la victoire n'a déjà plus tout à fait le même goût. Conforme à nos engagements européens. Les Français ont voté non, qu'ils aillent au diable. C'est ça la leçon principale qu'ont tiré les états-majors, que ce soit le président de la République, son parti et le mien. Hélas, le mien. Très bien, il faut que j'aille... François Bayrou, lui aussi, conteste l'orientation donnée par Jacques Chirac. D'ailleurs, il vient de refuser de participer au nouveau gouvernement. Oui. Voilà. Pour ce partisan du oui à l'Europe, l'agenda politique français a repris le dessus. Il ne croit pas au succès du nouveau Premier ministre. La même chose, c'est les mêmes. La même chose. C'est le même ministère. Moi, ce gouvernement ne durera pas longtemps. La société française vient de dire non à ses dirigeants.
Certains évoquent même une crise de régime, d'autres réclament Nicolas Sarkozy. Je suis comme une éolienne, mais c'est le principe inverse. Je dodeline, ça me fournit mon énergie, et tout ce que je répands, c'est du vent. Le spectacle de ces chansonniers s'appelle En attendant Sarko, farce d'humoriste ou prémonition. Et maintenant, loin de l'actualité française et européenne, l'Irak. Pas un jour.